La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver dans B2B, une émission préparée conjointement avec l'AGFI. Son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre est avec nous comme chaque semaine. Bonjour. Bonjour Vincent Magny, notre invité dirige une entreprise encore jeune, créée en 2017 à Genève, mais elle est connue de beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, peut-être vous-même, Vincent, l'avez utilisé pour prendre un rendez-vous pour un vaccin Covid pendant la pandémie. Il s'agit de OneDoc. Nous allons tout savoir de son fonctionnement, de ses projets, grâce à son directeur et cofondateur Arthur Germain. Bienvenue dans B2B. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous pour démarrer cette émission. Première partie, le portrait. Arthur Germain, vous terminez votre master à l'EPFL, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, 2013. Déjà, ouais. Cette année-là, pour la première fois, des médecins testent les Google Glass en transmettant des actes chirurgicaux en direct sur Internet. Vous allez vous aussi être amené à travailler avec ces lunettes, mais dans un tout autre domaine d'application, plutôt l'aéronautique, puisqu'après vos études, vous intégrez Sita, une entreprise qui est basée à Genève et qui fournit des services de communication, services informatiques pour l'industrie aéronautique. En quoi consistait ce projet avec les Google Glass ? Alors, moi, j'ai travaillé pour le Sita Lab, donc qui est finalement le laboratoire d'innovation de la Sita. J'étais basé à Atlanta, et puis en fait, leur objectif, c'était de tester un peu les nouvelles technologies et de trouver des applications pour le domaine aéronautique. Donc, moi, on m'a envoyé là-bas. Au moment où les Google Glass sont sortis, j'ai contacté Google en leur disant voilà, on aimerait bien pouvoir faire un projet avec vous. Ils nous ont envoyé une paire de Google Glass et puis on a pu expérimenter les choses qui étaient possibles de faire avec ces nouveaux devices finalement dans le concept vraiment aéronautique. Un échec commercial, on peut le dire. D'ailleurs, depuis le 15 mars dernier, les lunettes ne sont plus disponibles à la vente, même si les mises à jour vont continuer à être faites encore un petit moment. Vous avez une idée sur les raisons de ce flop ? Alors, je pense que le marché n'était pas prêt en fait à avoir ce genre de solution. Alors, on avait quand même déjà l'air d'être un peu un cyborg quand on avait ces lunettes, qu'on se promenait dans la rue, les gens nous regardaient un peu bizarrement et se demandaient ce que faisait la personne avec ce genre de lunettes sur la tête. Moi, je pense que Google s'était attaqué en fait au mauvais marché. Donc Google, ils font généralement ils veulent de la consommation de masse et ils ont commercialisé leurs lunettes vers le grand public. Et le grand public ne voulait pas finalement de ça parce que les cas d'utilisation étaient quand même beaucoup trop faibles. Finalement, qu'est-ce qu'on pouvait faire à part mettre une carte et puis un Google Maps ou finalement afficher un email ou un SMS. On ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Donc, dans l'industrie, par contre, il y a eu pas mal de use cases assez intéressants. Nous, on a fait, par exemple, de la reconnaissance de passeport dans le domaine aéronautique. Donc, plutôt qu'au contrôle des frontières, le garde-frontière prenne le passeport, le mette dans la machine pour validation, il pouvait simplement le regarder et automatiquement, on avait une petite lumière verte ou une petite lumière rouge qui s'affichait si la personne pouvait passer. Et je pense que si Google s'était un petit peu plus orienté vers des cas d'utilisation B2B, là où généralement les industries sont prêtes à payer aussi un petit peu plus cher finalement pour pouvoir améliorer certains process, peut-être que ça aurait été pas si rapide d'arrêter de les produire. Revenons à vous, Arthur Germain. Selon un rapport d'enquête publié l'an passé sur l'insertion professionnelle des diplômés EPFL en 2020, 92,5% des diplômés master ont trouvé un emploi un an en moyenne après l'obtention de leur diplôme. Il est aussi précisé que les jeunes diplômés de cette promo 2020 ont dû faire en moyenne 19 candidatures pour trouver un emploi. Pour vous, ça s'est passé comment ? Alors pour moi, ça a été assez rapide en fait, parce que donc, j'ai commencé directement à travailler à la Sita. J'étais donc basé à Atlanta. Directement, ça veut dire vous avez le diplôme en poche et dès le lendemain, vous partez à Atlanta ? Exactement, parce qu'en fait, j'avais fait même mon projet de master là-bas. Donc, j'ai continué après mon projet de master. Problème de visa avec les Américains, j'ai dû revenir en Suisse. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai tout de suite enchaîné chez Open Web Technology. C'est vrai que dans mon cas, j'ai eu la chance de faire un seul interview et puis de pouvoir aller de l'avant. Et vos collègues de la même promo, ça s'est passé plus ou moins de la même manière pour eux ? Alors, en règle générale, oui.
J'ai pas d'autres échos, en tout cas, de mes collègues de promo. C'est ça pour tout le monde, ça s'est fait assez rapidement. Un mot encore de cette enquête. La Suisse reste la première zone de recherche d'emploi pour les diplômés master, comme pour les docteurs d'ailleurs. Euh, il y a eu cette expérience à Atlanta, mais sur un projet à plus long terme, vous imaginiez partir ou vraiment la Suisse vous intéressait? Non, alors moi j'étais ouvert à beaucoup de destinations, hein, donc j'étais pas du tout attaché particulièrement à la Suisse. C'est dans l'ordre des choses le plus simple pour un diplômé EPFL, parce que l'EPFL est quand même reconnue en Suisse beaucoup plus qu'elle ne l'est à l'étranger, même si évidemment elle a quand même une aura dans d'autres pays. Donc pour un diplômé EPFL, travailler en Suisse, c'est évidemment plus simple, plus rapide que d'aller à l'étranger. Et plutôt que de continuer dans la suite du master, vous aviez une autre aspiration, vous aviez un rêve fou quand vous étiez encore étudiant? Moi, j'ai toujours voulu en fait lancer une entreprise. Donc c'était depuis longtemps. Pourquoi? Comment? Ça vient d'où? Je sais pas. C'était là quoi. C'était là. J'avais toujours envie de faire quelque chose d'autre, de pas avoir besoin qu'on me dise quoi faire, mais plutôt de me lever le matin et puis de me dire ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui. Donc ça a toujours été un petit peu dans le coin de la tête. De créer, De quelque créer, de chose. faire quelque chose exactement de zéro. Bah, j'avais toujours ça voilà, au coin de ma tête. Et ça a mis quelques années à germer, mais c'est finalement arrivé. Il y a des entreprises, des réussites suisses à l'intérieur du territoire ou à l'étranger qui déjà vous donnaient envie. On pense à des Logitech, Doodle, Infomaniac ou autres. Oui, alors effectivement, il y a plein de boîtes suisses qui sont chouettes et puis qui ont fait du bruit en Suisse. Et surtout, nous, on entend parler après des histoires à l'étranger, aux États-Unis, hein. Moi, j'étais de la génération des Facebook, des Twitter, etc. On voyait ces boîtes exploser et puis ça nous faisait toujours un petit peu rêver. Surtout que moi, j'ai fait mes études en informatique, donc on était vraiment dans le domaine. Vous rêviez plus d'entreprises américaines. Moi, personnellement, oui. Quelle représentation vous aviez de l'entrepreneuriat avant de vous lancer? Que c'était quelque chose de difficile et qu'il y avait 9 échecs pour un succès. C'était un peu ma vision. Ça, on le voit vraiment ou l'optimisme gagne quand même Non, alors l'optimisme gagne parce que l'entrepreneur qui se lance, il va pas se dire qu'il fait partie des 9 qui vont échouer. Il arrive quand même à Généralement, voir cette part d'échec. elle est là, de toute façon, on la connaît, cette part d'échec, et puis on entend les gens, les coachs, les mentors qui nous répètent toujours ce message. Donc finalement, c'est difficile de l'ignorer. Maintenant, je pense qu'un entrepreneur, pour se lancer, il se dit qu'il va faire partie du 1 dixième qui réussit son entreprise, et puis si on part en se disant on va faire partie des 9, ou des 8, je ne sais pas exactement quelles sont les statistiques officielles, mais c'est clair qu'on on va pas aller très loin. Et cette représentation que vous aviez, il s'est avéré qu'elle collait à la réalité ou pas du tout? Oui, oui, elle colle à la réalité. Elle colle à la réalité. C'est quelque chose de compliqué hein, de lancer une boîte. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs. On le voit autour de nous. On a maintenant chez OneDoc beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent aussi nous voir pour nous demander des conseils. Il y a des choses peut-être qui se passent pas très bien à l'interne. Ils ont envie de pouvoir échanger. Donc, on voit que c'est pas un long fleuve tranquille, mais que tout le monde, enfin tous ceux qui se lancent finalement sont aussi hyper motivés, hyper intéressés, ils ont envie de le faire et ils sont passionnés par ce qu'ils font et c'est ça qui est top. On va revenir sur le déroulé de la première journée d'existence de OneDoc, mais avant cela, quand même parler de la rencontre avec son cofondateur, Alexandre Curelli. Vous êtes rencontrés chez Open Web Technology entre 2015 et 2016. Comment est née l'idée de OneDoc? Alors, nous, en fait, on s'est rencontrés dans notre ancienne entreprise où on était employés. Et puis, de fil en aiguille, on a sympathisé et on s'est toujours dit que ce serait cool qu'on puisse lancer quelque chose ensemble. On n'avait pas finalement d'idée précise, donc on a laissé ça sur la table. Mais on s'est toujours dit, OK, le jour où on trouve un truc à faire, faisons-le. À l'époque, moi, j'étais consultant. Je travaillais souvent dans le domaine de la santé. Donc, j'avais fait pas mal de missions pour des cliniques privées, des hôpitaux. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la digitalisation du système de santé était hyper lente en Suisse et qu'il y avait énormément de choses à faire. Donc, je suis allé voir Alex, j'ai dit faudrait qu'on essaye de faire quelque chose dans le domaine de la santé parce que voilà, ça a l'air cool. Lui, Alex, il avait fait 2 ans à New York avant ça. Et puis, il avait découvert une boîte qui s'appelle ZocDoc là-bas,
qui faisait en fait de la prise de rendez-vous en ligne. Et il m'a dit, mais putain, une fois, j'avais un problème ORL. J'ai pu prendre un rendez-vous en 2 ou 3 jours. J'ai pu consulter mon médecin et j'ai trouvé ça génial. Et c'est de là, en fait, qu'on s'est dit, essayons de faire la même chose en Suisse. Quittons notre entreprise actuelle et puis on va lancer OneDoc et se concentrer à 100% dessus. Vous étiez où? Vous faisiez quoi au moment où vous avez décidé de quitter votre emploi et de lancer la start-up? On était au sushi shop d'à côté. Parce qu'en fait, on bossait là dans les mêmes bureaux que la radio, hein, donc Juste en dessus, rue hein. des Bains, juste en dessus, exactement. On s'était retrouvés pour un after-work au sushi shop d'à côté. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, go, on y va. Et puis alors, le premier jour officiel de OneDoc, vous pouvez nous en faire le déroulé? Ça s'est passé comment? Alors, le premier jour officiel, on bossait depuis le Starbucks. C'est là qu'on avait nos bureaux pendant les 6 premiers mois. Donc, on faisait partie des meubles au Starbucks. C'était un café latte le matin, un café latte l'après-midi. Quel Starbucks, hein? Ouais, alors, celui de la gare Cornavin, celui qui est juste en dessous. Et puis, celui de Plein Palais, parce qu'il fallait quand même un petit peu changer de temps en temps. Pas être trop confortable dans un seul endroit. Mais ouais, on a passé vraiment les 6 premiers mois, tous les jours, toute la journée au Starbucks. Alors, comment elle s'est passée, je ne sais plus exactement ce qu'on a vraiment fait ce jour-là. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment maintenant qui fait quoi, comment est-ce qu'on va de l'avant, se répartir un petit peu les tâches. Et puis voilà, commencer vraiment à produire quelque chose. Financièrement, 2 ans sans salaire, comment vous avez vécu et géré cette période? En mangeant beaucoup de pâtes et en dépensant pas trop d'argent. Donc, en fait, nous, on a toujours privilégié chez OneDoc de pouvoir embaucher des nouvelles personnes, embaucher de nouvelles ressources, plutôt que de nous sortir un salaire au début. On avait réussi à mettre quand même un petit peu d'argent de côté de nos expériences finalement précédentes. Et l'objectif, ça a toujours été de se dire, essayons de grandir la boîte d'abord avant de commencer à nous sortir un salaire. Donc voilà. C'est faisable quand on a un petit peu d'argent de côté. Et puis simplement, voilà, on essaye de couper un petit peu sur les sorties, sur les fêtes, sur les soirées. Vous avez financé ça uniquement avec vos économies personnelles? Oui, exactement. Et un abonnement chez Starbucks. Et un abonnement chez Starbucks, exactement. Carte Gold. Vous imaginiez l'échec? Si jamais ça se cassait la figure, vous l'aviez quand même en tête. Comment est-ce qu'on s'y prépare? Alors, je pourrais pas dire qu'on s'y est préparé parce qu'on s'est quand même lancé avec la conviction que ça allait réussir. Donc c'est vrai que si de nouveau on essaye de trop penser à des plans B ou des plans C, derrière, si on les considère, ça peut peut-être arriver un petit peu plus vite ou on peut peut-être prendre des mauvaises décisions à un moment ou à un autre. Donc on n'avait pas vraiment réfléchi à un plan B ou un plan C. Mais est-ce qu'il fallait avoir un plan B? Vous étiez diplômé, déjà une expérience. Dans le pire des cas, vous auriez retrouvé un travail ailleurs. C'est ce qu'on s'est dit tous les deux. Donc on est diplômés de l'EPFL en informatique. En règle générale, on n'a pas beaucoup de mal à trouver des jobs. Alors même si certains sont pas très intéressants, au moins pour travailler, on peut travailler. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement pensé à ça et on s'est dit, ma foi, si cela arrive, on trouvera bien quelque chose ou un job alimentaire pour pouvoir survivre. Se retourner. Moins de sorties pendant ces 2 premières années, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. On va revenir sur votre passion, l'une de vos passions. La peinture. Arthur Gemin, vous êtes passionné de peinture. Alors, on voulait vous poser cette question en tant qu'ingénieur, entrepreneur dans le numérique. Quel est votre regard sur cette tendance à dématérialiser les œuvres picturales? On pense aux NFT. Alors, moi, encore une fois, je trouve le concept toujours assez intéressant, en fait. C'est fun, finalement, de se pouvoir dire qu'on possède une œuvre qui est digitale plutôt qu'une œuvre qui est physique. Moi, je trouve ça toujours assez intéressant, finalement. Et puis, alors après, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Seul le temps nous le dira, mais sur le concept, en tout cas, je trouve ça assez rigolo. Vous peignez? Oui. En NFT? Ouais. Non. Alors là, c'est juste en physique pour chez moi. OneDoc a été lancé en 2017, on l'a dit, à Genève. Vous annoncez 5000 praticiens partenaires, 2 millions de patients enregistrés. Dans un article dans l'AGFI, forcément, l'été passé, vous disiez avoir 30 collaborateurs. On verra combien il y en a en ce moment et peut-être à la fin de l'année. Que fait OneDoc? 2 grandes activités, si on comprend bien. La prise de rendez-vous en ligne,
leader en Suisse. Et plus récemment, la consultation vidéo aussi. Il a de la concurrence. Il y a Medgate, MedicoSearch, Medi24. Concrètement, comment fonctionne le modèle d'affaires de OneDoc? Qui vous paye? Alors, ce sont les professionnels de santé qui nous payent et puis qui bénéficient finalement des services qu'on va leur mettre à disposition, que ce soit de la téléconsultation, consultation vidéo ou de la prise de rendez-vous. C'est donc une forme de licence, comme on a Office 365, on a OneDoc. C'est ça, exactement, exactement. Et le chiffre d'affaires, il est quel ordre de grandeur en ce moment? Ah, on communique pas sur notre chiffre d'affaires. On peut dire combien il croît? Il est. C'est en très très forte augmentation. C'est 2 chiffres, c'est plus. Non, alors c'est à 2 chiffres élevés. 2 chiffres élevés. 2 chiffres élevés. Et puis, donc, juste pour revenir un petit peu sur vos chiffres, aujourd'hui, on a 40 collaborateurs. Donc, 30, donc 10 de plus qu'il y a, 10 mois. Quelques mois, Oui, exactement. On a 4 bureaux maintenant. Donc, on a notre siège qui est à Genève. On a un gros bureau qui est aussi à Zurich, qui s'occupe du marché suisse-allemand. Et plus récemment, on a ouvert un bureau à Lugano pour tout ce qui est tessinois. Et à Lausanne aussi, parce qu'on a justement pas mal de développeurs dans notre équipe qui viennent de là-bas. 6500 professionnels de santé. Et donc puis les chiffres 2 ont millions augmenté et demi encore depuis le dernier pointage. C'est ça, et 2,5 millions de patients enregistrés. Et l'entreprise est déjà rentable? Oui. Depuis longtemps? Depuis toujours, en fait, parce que nous, on s'est lancé sans fonds. Donc, en fait, on est obligé de gagner notre argent pour pouvoir le dépenser. On n'a pas de moyen autre de le dépenser que finalement ce qu'on gagne comme Mais revenu. ce qui est un peu atypique dans le parcours classique des startups, c'est quand même d'investir pendant plusieurs années pour mettre au point une technologie ou un produit innovant, ensuite le commercialiser et enfin récupérer les fruits de ce travail. Mais vous, ça a été beaucoup plus rapide que ça. Oui, alors nous, on a... Enfin, moi, j'ai toujours eu cette conviction qu'il y a beaucoup de levées de fonds qui ne sont pas nécessaires. Les startups aiment des fois lever des fonds parce que lever des fonds, c'est aussi un ego boost finalement. C'est comme ça qu'on valorise les startups, c'est comme ça qu'on peut parler de gros chiffres. C'est souvent d'ailleurs les seules choses qui font que les médias communiquent sur les startups en disant telle boîte a levé X millions, telle boîte est devenue une licorne, etc. Et c'est un petit peu cet environnement qui fait que souvent, l'entrepreneur, la première chose qu'il veut faire quand il lance sa boîte, c'est de dire « je vais essayer de trouver des fonds ». Nous, on a eu une approche un petit peu différente qui était « on n'a pas besoin de fonds finalement parce que on est les deux seuls à travailler pour la boîte et si on se passe de salaire, on n'a pas besoin d'avoir d'argent. Donc, autant qu'on passe notre temps à aller construire notre produit et à essayer de le vendre plutôt que d'essayer d'aller vendre notre boîte à des investisseurs. » Parce que le temps nécessaire, surtout en Suisse et surtout quand on n'a pas encore de produits, quand on n'a pas encore de clients, pour aller vendre une start-up auprès d'investisseurs, il est conséquent. Ça veut dire que Alexandre Curelli, donc le cofondateur avec vous, et vous deux, vous êtes les principaux actionnaires. Il n'y a pas d'autres personnes importantes au capital. Exactement. Et dans ces deux activités, donc prise de rendez-vous et consultation vidéo, laquelle est la plus importante, laquelle croît le plus vite? Alors actuellement, c'est vraiment la prise de rendez-vous en ligne. C'est là où d'ailleurs, nous, on essaye de positionner notre core business. Et il y a tout qui tourne autour de cette prise de rendez-vous en ligne. Les consultations vidéo, elles tournent autour de ça parce que ça va gérer un rendez-vous dans l'agenda du médecin. Et ce rendez-vous-là, plutôt que d'être en physique, il va être finalement à distance. C'est un prolongement. C'est ça, exactement. Vous évoquiez tout à l'heure sans le dire, le dossier électronique du patient, c'est quelque chose qui progresse lentement en Suisse. Vous l'avez évoqué, je vous vois faire la moue. Il y a un projet néanmoins que le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu'au début du mois de mai pour simplifier l'ouverture de ces dossiers électroniques. Vous pensez que c'est un bon projet? Vous pensez qu'on va quand même de l'avant dans ce dossier électronique qui est aussi une grande source potentielle d'efficacité? Oui. On va de l'avant, et heureusement qu'on va de l'avant avec les centaines de millions qui sont dépensés sur ces projets. Maintenant, est-ce qu'on va de l'avant suffisamment vite dans la bonne direction? Je ne suis pas entièrement convaincu. Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manque une uniformité en fait en Suisse. On a 26 cantons, on a quasiment 26 dossiers patients. On est 8 millions de personnes. On n'est même pas à la taille d'une ville comme Londres ou comme New York. Si on imaginait se dire que dans une ville comme New York, on avait 26 solutions différentes pour mettre en place finalement des interconnexions entre elles, ça ferait aucun sens. Je pense que ça fait aucun sens actuellement de le faire comme ça. Pas de surprise alors si le coût de la santé reste élevé.
Alors après, qui paye derrière? C'est peut-être pas les coûts de la santé directement qui contribuent au dossier patient, mais c'est nos impôts. Mais bon, c'est quand même les citoyens qui payent pour ça derrière, ouais. Ce qui revient aussi souvent quand on parle de ce dossier numérique, c'est la sécurité de ces données. Récemment, le journal Le Temps évoquait que votre nom avait été mentionné dans un dossier d'un hacker dans le Darknet. Et on a reçu plusieurs entrepreneurs à votre place qui s'alarment de ces attaques à répétition contre leur entreprise. Comment, chez vous, ça s'est passé? Est-ce que finalement, il y a eu hacking ou pas hacking? Non, non, absolument pas, absolument pas. Alors, de nouveau, notre nom a été mentionné parce qu'en fait, quand le hacker a tapé le nom du médecin sur Google, le premier lien qui est sorti, vu qu'on a un très bon référencement, c'est le lien OneDoc. C'était absolument pas lié à notre solution. Et puis, je pense que le journaliste, s'il avait fait un petit peu plus son travail, il s'en serait aperçu sans avoir besoin de publier ça. Maintenant, nous, on commence à avoir l'habitude un petit peu d'être souvent sollicité pour des questions qui sont liées à la sécurité des données. C'est normal. Donc, de notre côté, on a vraiment toutes les certifications ISO, OCPD. On est entièrement développé en Suisse par des ingénieurs suisses. On fait finalement tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir nous assurer que la sécurité des données finalement reste intacte sur notre plateforme. Vous êtes assuré financièrement en cas de hacking? Non. Non, non, on n'est pas assuré financièrement parce qu'en fait, un hacking chez nous signifierait la fin de notre entreprise. Dans le sens que, on a des données qui sont confidentielles, on a des données de santé des patients. Sensible. On peut être, on peut être assuré tant qu'on veut. Notre réputation serait complètement détruite dans un cas de hacking. Donc nous, on essaye vraiment de mettre en place toutes les mesures possibles, qu'elles soient organisationnelles, mais qu'elles soient techniques aussi, pour nous assurer que ça ne nous arrive pas. Vous avez évoqué la croissance rapide des effectifs dans l'entreprise. Parlons de ces développements, notamment en Suisse alémanique. C'est pas commun de réussir rapidement à percer sur le marché suisse allemand quand on est un Welsh. Comment vous vous y êtes pris? Parce qu'il faut trouver une bonne personne, j'imagine, sur place. Et comment ça a fonctionné? Ouais, alors c'est vrai que c'est assez compliqué justement de faire le pas vers la Suisse alémanique. En fait, c'est l'équivalent pour une boîte suisse d'ouvrir un nouveau pays. Donc aller en Suisse alémanique, c'est pas plus compliqué que ou pas moins compliqué que d'aller en Allemagne ou que d'aller en France ou que Vous d'aller parlez bien en Italie. allemand ou suisse allemand? Alors moi, je parle très mal allemand et suisse allemand. Je peux me débrouiller dans certaines situations, mais la plupart de mon travail en Suisse alémanique, je le fais finalement en anglais. Et après, je pense que le plus important pour une boîte romande qui veut s'implanter en Suisse alémanique et au Tessin également, parce que c'est exactement le même problème, c'est vraiment d'avoir une équipe locale qui connaît les règles, qui parle le suisse allemand et pas l'allemand, et qui est vraiment sur place pour donner un petit peu plus de confiance envers la solution. Et recruter les bonnes personnes à Zurich, ça a été compliqué? Oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué au début parce que on commençait à être connu un petit peu côté roman. Donc évidemment, quand les gens connaissent votre entreprise, c'est plus simple finalement de recruter des bons profils que lorsque vous êtes complètement inconnu. En Suisse alémanique, quand on s'est lancé, c'était fin 2018, début 2019. Personne ne nous connaissait, donc ça nous a pris du temps évidemment de trouver la bonne personne qui puisse déjà être en charge de l'équipe, du bureau sur place, et puis ensuite de faire les bons recrutements derrière pour pouvoir prospérer. Et la pandémie, opportunité de développement aussi pour vous en Suisse alémanique? Oui, alors la pandémie a été une opportunité de développement pour nous en Suisse alémanique, en Suisse romande, au Tessin, un petit peu partout, puisqu'il y a énormément d'hôpitaux, il y a énormément de cabinets médicaux qui se sont retrouvés submergés par des demandes et qui se sont dit il faut absolument qu'on mette en place une solution informatique pour gérer les rendez-vous. Donc ça nous a apporté énormément de clients notre travail sur les 2 dernières années, justement, ça a été de convertir ces clients qui sont venus pour de la vaccination, pour du test Covid, vers des rendez-vous qui sont médicaux plus génériques. Et à la fin de l'année, vous pensez que vous aurez combien de personnes dans l'entreprise? On en aura une 50aine. Ouais, donc c'est une croissance soutenue. C'est une croissance soutenue, exactement. Vendre un jour OneDoc à la Migros, un autre acteur de la santé, ça vous intéresse? Vous avez déjà été sollicité? Alors, on a été pas mal sollicité parce que dans ce domaine-là, finalement, des plateformes web digitales dans le domaine de la santé, il n'y en a pas énormément. Donc, il y a quelques gros players dont vous en avez mentionné certains que ça intéresse. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour de notre côté. On s'amuse bien avec OneDoc et puis on a envie de la faire grandir. Pour terminer cette deuxième partie, une question plus générale sur les conditions cadres. On a aussi reçu plusieurs entrepreneurs à votre place qui sont à Genève, mais
qui voit une pression fiscale qui grandit à Genève ou un contexte aussi plus général moins favorable ou moins encourageant pour l'entrepreneuriat, contrairement peut-être au canton de Vaud, vous réfléchissez des fois, vous vous dites mais on serait peut-être mieux ailleurs, dans un autre canton. Genève est quand même un problème pour encourager la création d'entreprises comme la vôtre. Alors, je pense qu'en tant qu'entrepreneur suisse, on se dit souvent qu'on serait mieux dans un autre pays que la Suisse. Parce qu'en règle générale, la Suisse n'est pas un pays d'entrepreneurs, même si on aime bien le dire. En Suisse, on est un pays d'innovateurs, on fait des très bonnes innovations. Par contre, les conditions pour les entrepreneurs sont assez mauvaises. Notamment le fait que pour créer sa société anonyme, il faut déjà un capital de 100 000 francs. Donc, quand on entend des histoires de Facebook qui s'est lancé avec 1 000 $ dans un garage, impossible ici. En Suisse, il aurait déjà dû avoir 100 000 $ et probablement pas un garage. Mais oui, le contexte est évidemment pas favorable à l'entrepreneuriat. Et puis Genève est généralement pas dans la liste de tête pour les cantons les plus attrayants pour les entrepreneurs. Et quitter aller sur Vaud, c'est quand même tout près. Vous seriez prêt à le faire? Alors, vu que les lois là ne sont pas passées, ça nous donne un petit peu plus de sérénité pour rester. Taxation sur les dividendes, voilà. C'est ça, exactement, pour rester dans le canton de Genève. Mais une autre vient en juin sur l'impôt sur la fortune, l'outil de travail. On verra exactement à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour de déménager. C'est toujours compliqué, même de changer le domicile d'une entreprise de 20, 30, 40 kilomètres. Il y a des employés qui viennent d'un petit peu plus loin, qui vont peut-être pas avoir envie de faire les trajets, etc. Donc nous, notre objectif, c'est pas particulièrement de changer ça si on peut le laisser tel quel. Après, on a des bureaux à Lausanne déjà aujourd'hui, on a des bureaux à Zurich, on a des bureaux au Tessin. On peut aussi changer le siège et puis c'est des astuces qui peuvent être mises en place. Arthur Germain, pour terminer cette émission, un petit quiz rapide autour de la santé. On l'a appelé Dites 33. Alors, dans une autre vie, non pas ingénieur en informatique à l'EPFL, mais devenir médecin, pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est un domaine où on doit être trop proche de l'humain. Et c'est pas particulièrement ce qui m'intéresse. Si vous aviez été obligé de faire ces études et puis ensuite de travailler là-dedans, ça fait beaucoup, c'est très hypothétique, mais médecin de campagne ou grand chirurgien? Grand chirurgien. Avec des Google Glass. Avec des Google Glass pour le prestige. Votre santé, vous la monitorez avec une montre connectée ou simplement le médecin de famille une fois par an? Avec le médecin de famille, pas une fois par an. Terminons avec des séries dédiées à la santé. Grey's Anatomy ou plutôt Good Doctor? Alors, j'en ai vu aucune des deux. Donc, encore une fois, moi j'aime bien dire, je viens pas du monde médical, je viens du monde digital. Donc, tout ce qui touche à la médecine en tant que telle, c'est pas particulièrement ce qui m'intéresse. Moi, je suis là plutôt pour mettre en place les outils digitaux pour ces professionnels de santé-là. Good Doctor avec Freddie Highmore qui est Charlie Bucket dans Charlie et la chocolaterie, quelques années plus tard. Merci beaucoup Arthur Germain d'avoir été avec nous sur le plateau de B2B aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. À bientôt. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.